Juste enregistrer. Voilà, donc je lance l'enregistrement. Cette mensuelle est enregistrée comme toutes les mensuelles de l'innovation. Donc bonjour et bienvenue à tous. Donc c'est la mensuelle de l'innovation du mois de juin. Je suis Diana Siliento, chargée d'innovation ADT. Je copilote ces réunions tous les mois avec Charline Delhotel, qui est animatrice du Club des sites et également animatrice qualité. On est ensemble pour une petite heure, comme chaque mois, autour d'un porteur de projets innovants. Et aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Anatole, qui est fondateur de l'atelier Pandore et de Tavu, qui est l'outil qu'il va vous présenter dans quelques instants. Donc, Anatole est un talent d'Alsace. Il a à cœur de mettre à la portée de tous le patrimoine, la culture, et il le fait de tas de manières différentes. Tavu, c'est une application mobile, mais c'est d'abord une ambition. C'est celle de permettre aux adolescents, aux jeunes adultes qui ne vont pas vers des guides ou qui ne rentrent pas dans les musées de s'approprier un outil de découverte, un outil qui leur est vraiment dédié. Nous allons donc écouter Anatole pendant environ 30 minutes. Anatole n'est pas venu seul, il est venu avec Edith du 5e lieu qui prendra aussi la parole. Et nous consacrerons ensuite du temps à vos questions. Donc, vous pouvez vous exprimer à la fin de la présentation, que ce soit tout simplement en prenant la parole, en levant la main, ou par le chat si vous n'avez pas accès à l'audio. Avant de passer la parole à Anatole, je voulais vous dire que la mensuelle sera en pause d'été en juillet et en août, donc il n'y aura pas de mensuelle pendant ces 2 mois. On sait que c'est une période qui est particulièrement chargée pour vous. On vous donne rendez-vous le 22 septembre prochain avec un projet passionnant. C'est celui de la bioluminescence des plantes. On recevra Woodlight, ou l'aventure de 2 Strasbourgeois qui ont imaginé qu'un jour, au lieu de s'éclairer avec une lampe, on pourrait s'éclairer avec nos plantes. Au lieu de marcher dans la rue et d'être éclairé par des réverbères, on serait éclairé par des arbres. Donc, je vous invite à noter la date si le sujet vous intéresse pour le 22 septembre prochain. Et donc, je passe la parole à Anatole et à Camille et son agence Tavu. Exactement, ouais. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu cette application pendant une vingtaine, une trentaine de minutes, mais je vais aussi laisser la place à Edith à un certain moment, Edith Loton du 5e lieu, qui est notre premier partenaire sur le tout premier parcours de l'application. Et je vais aussi de temps en temps laisser la parole à Camille elle-même, qui est la première guide virtuelle de l'application. On pourra revenir sur le mot guide si vous voulez au fur et à mesure. Pour l'instant, mon objectif, c'était déjà de vous proposer de télécharger cette application. Vous pouvez la télécharger soit en scannant ce QR code, c'est quand même le plus simple avec vos smartphones. Sinon, je vais aussi demander à Camille de vous envoyer les liens de téléchargement direct. Bien sûr, il faut l'ouvrir avec son téléphone ou une tablette. Et vous allez directement accéder à ça. On vous met tout ça dans le chat. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat. On y répond volontiers au fur et à mesure. Et si jamais Camille, qui reste un être virtuel, n'arrive pas à répondre, je prendrai le relais tout à la fin de la présentation pour répondre. Donc voilà, j'avais à cœur pour commencer de vous présenter mon parcours pour que vous puissiez imaginer comment est-ce qu'on en est arrivé à créer Tavu avec l'atelier Pandore. Donc je m'appelle Anatole Bout, je suis archéologue de formation, c'est mon diplôme. Mais avant ça, j'étais animateur donc vraiment avec un peu toutes les classes d'âge, dans un peu tous les types de contextes d'accueil d'enfants, en périscolaire, en centre aéré, en colonie de vacances, etc. Ce qui m'a permis de financer mes études en archéologie classique. Donc, je suis allé jusqu'au master dans la réalisation d'un sujet de recherche. Et en parallèle, j'ai également fait un master en école d'architecture. Tout ça mène à une réflexion commune, c'est-à-dire la rencontre de problématiques, on va dire, sociales et en même temps du monde de la recherche appliquée en archéologie, en architecture, donc dans le patrimoine en général. Et plus largement, au fur et à mesure, avec l'atelier Pandore, je me suis davantage dirigé vers l'histoire un peu plus globale.
Pour vous montrer un petit peu l'évolution du parcours, durant mes études, j'ai eu l'occasion de créer une première exposition qui s'appelait Via la Grèce, c'est la ligne que vous voyez tout en haut. Une deuxième exposition liée à mon projet d'études, qui est la deuxième ligne que vous voyez en dessous, c'était une exposition de photographie ancienne. Et à la sortie de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler dans ce qui n'était pas encore le cinquième lieu, avec Edith Loton d'ailleurs à ce moment-là, et en tant que recherchiste dans la recherche et l'écriture des supports de médiation. Et juste après ça, j'ai décidé de fonder l'atelier Pandore en 2018. Sachant que l'atelier Pandore, en fait, c'est la réunion de toutes les prérogatives, les valeurs de l'éducation populaire, donc les valeurs sociales. C'est des expériences chaudes qui m'ont fait comprendre de quelle façon les publics sont accueillis dans les musées, mais aussi de quelle façon les publics ne vont pas au musée ou ne vont pas dans les structures culturelles en général. Qui sont ces publics-là? Quelles sont leurs caractéristiques, s'il faut les caractériser, et essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'ils ne poussent pas les portes de ces structures. Tout ça nous a mené, avec l'atelier Pandore, du coup, à imaginer des solutions, des outils de médiation que j'appelle populaires, c'est-à-dire non pas que l'objectif c'est de plaire à un plus grand nombre comme un artiste populaire, mais plutôt qu'on s'adresse aux classes populaires notamment, c'est-à-dire aux personnes qui sont peu ou pas présentes dans les structures muséales, en particulier les 15-35 ans, qui viennent des quartiers périphériques ou des zones rurales, qui n'ont pas ou peu de niveau de formation, sachant que toutes ces caractéristiques-là, bien souvent, peuvent se cumuler. Donc vous voyez la troisième ligne ici, c'était une exposition qui s'appelait Athènes-Cronenbourg, qui était dans un quartier périphérique de Strasbourg à Cronenbourg. Et on a également fait de l'animation autour de l'exposition en elle-même, donc de l'animation entre guillemets de rue, permettant de faire ce qu'on appelle dans les musées de la médiation culturelle autour des contenus qui étaient là autour de la Grèce antique et de la démocratie athénienne, puisque sur le quartier en lui-même se posaient des questions de démocratie participative qu'on est venu alimenter d'un regard historique, en fait, ce que les habitants étaient en train d'expérimenter de façon réelle. À partir de 2020, on a enclenché une autre phase du développement de la société, l'atelier Pandore, ce qui consistait à créer au fur et à mesure des produits clés en main, en quelque sorte, des outils qui sont disponibles pour nos clients, les musées, mais pas seulement, les offices de tourisme, les fondations, les collectivités publiques en général, les porteurs de collections, qu'ils soient privés ou publics, mais aussi plus largement avec, donc ça c'était surtout avec la boîte de Pandore. Cette boîte de Pandore, en fait, c'est un produit qui consiste on a créé un musée tout simplement, en fait, sous la forme d'un container maritime modifié. Donc le public, ce que vous voyez là, c'est la boîte en elle-même avec une grande vitrine. Le public n'entre pas à l'intérieur, il passe sous ce auvent pour voir à travers un peu la façon d'un diorama, ce qui se passe à l'intérieur, la scène qui se passe à l'intérieur. Et au fur et à mesure, on s'est orienté vers même le secteur du tourisme et de l'événementiel avec cette application, un outil de guidage qui permet donc d'orienter les publics dans la rue, mais je vais vous montrer ça un peu plus précisément, dans la rue ou même en intérieur aujourd'hui, et de parler donc à ces cibles-là. J'insiste sur la question des cibles, mais je vais y revenir. C'est un outil de guidage donc pour ces non-publics, ce qu'on appelle les non-publics dans le domaine des musées, mais qui portent plein d'autres noms dans tous les autres domaines, en fait. Hop. Donc, aujourd'hui, on est surtout là pour vous présenter une application mobile et tablette qui s'appelle T'as vu. Alors, il y aura une question que je ne vais pas aborder là, mais qui pourrait être pourquoi cette application, elle s'appelle T'as vu. Et on a écrit un article, on va vous laisser le découvrir par vous-même, comme ça vous aurez le temps de regarder ça tranquillement. Mais je vous le disais, notre objectif avec cette application, c'est de parler d'abord aux 15-35 ans. Ça ne veut pas dire que si on a 36 ans, on ne peut pas utiliser cette application, mais c'est simplement que l'univers qu'on a créé répond d'abord aux attentes de ces publics-là. Donc l'objectif, c'est de se dire que les cibles de cette application, ce n'est pas forcément moi ou nos clients directement, les directeurs, directrices d'offices de tourisme ou de musées, etc. Mais notre objectif, c'est de convaincre les usagers, les publics qui ont du mal à rentrer dans
structure culturelle en général, donc les 15-35, jeunes adultes, on va dire, et qui sont peu ou pas formés du point de vue des diplômes. Donc notre objectif, c'est d'être populaire au sens où tout le monde, sans bagage, doit être en capacité de comprendre ce qu'on est en train de raconter, sachant que notre objectif, c'est que eux se disent, se fassent cette réflexion de se dire, en fait, c'est pas si compliqué, puisque vous et moi qui avons évolué dans le monde de la culture, on a bien compris que tout cet univers du patrimoine, en fait, c'est pas très compliqué, c'est juste que c'est une histoire dans l'histoire, etc. Et il faut savoir, en fait, rendre attractifs ces sujets pour ces publics qui aujourd'hui n'en sont pas. Dans l'objectif, en fait, de dédramatiser un peu tout ça, de dépoussiérer et de se dire, OK, tout ça peut intéresser aussi les plus jeunes d'entre nous. Donc, la question qu'on s'est posée tout au départ, c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'attendent ces publics-là? Et la première réponse, c'est ils attendent aujourd'hui davantage d'expérience, d'avoir des sentiments, des émotions, etc. Et donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon partage, hop, et je vais vous présenter ça un peu autrement, grâce à mon téléphone directement, que vous voyez là. Tac, et je vais vous présenter l'application T'as vu en direct, tout simplement. Vous me dites si c'est bon pour vous, Diana? Oui, ça s'affiche bien chez moi. J'espère que chez vous aussi. On va faire quelque chose, Diana. Du coup, laisse mon micro déverrouillé. Oui. Et comme ça, je te consulte au fur et à mesure pour me faire avancer dans l'application. D'accord? Ok, ça marche. Donc, vous voyez que là, je suis à l'entrée de l'application. Je viens de l'ouvrir et on est sur un menu de discussion qui pourrait ressembler à Messenger, Telegram, WhatsApp. Je ne sais pas ce que vous utilisez, vous, mais qui est hyper connu d'à peu près tout le monde, avec une seule discussion, donc on n'a pas trop le choix. C'est Tommy qui est présenté ici et qui est le tutoriel de l'application. Donc on n'a pas trop le choix. D'ailleurs, il nous interpelle avec une petite icône. Et donc on va pouvoir commencer à discuter avec lui. C'était nous qui avons écrit tous les textes. Notre objectif, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un langage naturel. Et donc, on a vraiment dessiné les traits d'un personnage un peu à la façon dont on pourrait le faire dans l'audiovisuel ou dans une fiction. Ici, on est plutôt parti de Tommy Ungerer, d'où le nom de ce personnage, qui est un peu le chef de l'agence. Tu as vu, lui, on ne le retrouvera pas dans les parcours, mais il est simplement là pour être le tutoriel de l'application. Donc, on rentre dans un univers un peu du jeu, quoi. On est déjà dans une histoire qu'on raconte qui est un peu celle du jeu, avec le mot tutoriel, avec ces interactions qu'on voit là. Diana, tu veux que je réponde quoi à Tommy là? Les histoires cachées. Je préfère les histoires cachées, Ouais. c'est parfait. Notre objectif, ça va être aujourd'hui d'orienter finalement, de laisser l'utilisateur orienter les réponses qu'il veut donner, mais on lui propose ces réponses-là, elles ne sont pas en libre accès, tout simplement parce que on s'est rendu compte que c'était plus compliqué pour un utilisateur d'écrire lui-même des réponses potentielles et beaucoup, beaucoup plus compliqué pour nous en termes de technologie de savoir le mobiliser ensuite, enfin mobiliser une réponse ensuite, ça demande de l'intelligence artificielle, etc. Ça ne marche pas encore très bien. Donc, on a préféré tout simplement créer une arborescence de réponses qui nous permet d'avancer dans les fils de discussion et donc dans les futurs parcours, mais je vais vous montrer ça. Diana, tu accordes le tutoiement ou tu préfères Juste par curiosité, le nom, c'est mort. Tu ne me bon, c'est tutoies pas. mort. Alors, ce Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bout. Donc, il va insister un petit peu lourdement. Hop. Non, c'est non. Et je vais te proposer encore une dernière fois, et puis il va finalement te raconter toute l'histoire du tutoiement pour de vrai. Alors c'est assez rapide quand même, mais ça permet de bien comprendre comment est-ce que les contenus sont en fait découpés, notamment en termes de cette idée que tout le monde qui a fait de la médiation dans sa vie comprend, c'est que dans chacune des phrases, on a une seule idée. On appelle ça du micro-learning. On découpe toutes les informations pour qu'il n'y ait qu'un seul élément dans chacune des phrases qu'on va développer. Ici, c'est encore plus simple, puisque la façon dont on a dessiné l'application, ce chatbot-là qu'on voit, chacune des bulles, en fait, c'est une phrase, et donc on a un élément à l'intérieur. Vous découvrirez là qu'a priori, autour de cette table, on peut tous se tutoyer. Oui, j'ai pas de lasso, donc
puisque vous avez personne à de vassaux aujourd'hui. Alors oui, à un moment de la Révolution, il y a d'ailleurs eu une tentative d'abolition du vouvoiement, mais qui a finalement, la noblesse française a quand même pris le dessus et a dit non, on va le garder. Et donc c'est encore un reliquat. Tommy est en train de nous expliquer qu'il y a d'autres personnages et nous présente le tout premier personnage de cette application qui s'appelle Camille et qui a été créé avec le cinquième lieu. On va vous montrer ça juste après, plus en détail. Et là, on comprend bien avec ces emojis, avec le ton qui est utilisé, mais aussi avec les références qui vont être les références culturelles qui sont données au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on s'oriente vers les 15-35 ans et pas vers les autres types de publics qui peuvent être plus âgés? Tout simplement parce que notre objectif, c'est bien de trouver dans tout un tas de références qui appartiennent à l'univers culturel en fait, de ces publics-là. Tommy finit son tutoriel en quelques minutes. En réalité, moi, je blablate, mais voilà, on atterrit très vite à cette interface-là, cette interface de discussion dans laquelle apparaissent tous les nouveaux parcours qu'on peut faire. Aujourd'hui, il n'y a que le parcours de Camille, place du château, que je vais démarrer, et on ne va pas faire tout le développement parce que de toute façon, on va être bloqué à un certain moment. Je vais vous montrer ça. Mais notre objectif, voilà, c'est de vous montrer, voilà, on a un multimédia qui est apparu, qui est apparu ici et qui montre alors notre partenaire, le cinquième lieu. On peut ouvrir cette image-là et on a une description qui ici est très brève, qui permet de valoriser notre client. On retrouve également des informations dans ce qu'on appelle le header, cette partie tout en haut, je vais y retourner, la partie tout en haut, il y a marqué Camille, c'est un peu là aussi un code du X qui marche bien avec les plus jeunes, ils connaissent bien cet outil-là, et qui nous permet d'avoir tout l'aperçu de la façon dont le parcours va se dérouler avec les crédits de l'application, etc. Hop, je retourne dans la discussion. Ce qui est intéressant aussi, donc on peut ouvrir les images au fur et à mesure, les multimédias, ça peut être aussi des vidéos, des sons, etc. Et enfin, on a un sac à dos dans lequel se rangent au fur et à mesure nos découvertes, ce qu'on appelle dans le monde du jeu vidéo des trophées. Et on peut rouvrir ça tranquillement. Voilà, Tommy avait demandé juste avant, à la fin de son tutoriel, de passer un mot à Camille. Donc, on va, avant de l'oublier, lui passer le mot, comme ça elle sera contente. Elle sera contente. D'ailleurs, au passage, Camille, on a beaucoup travaillé ce personnage pour qu'il rentre dans notamment aussi les valeurs des plus jeunes, des 15-25 ans, qui sont beaucoup tournés autour des questions de genre. Et donc, on a décidé de créer un personnage non genré, avec un prénom non genré, avec des traits non genrés. Moi, je le féminise à chaque fois. Je dis que Camille est une femme, mais c'est parce que c'est mon sentiment. Et en réalité, je pense que si vous demandez à votre voisin, il va vous dire que c'est plutôt un homme, etc. Ça marche assez bien. On peut demander à Camille de continuer à parler d'elle, de lui demander de parler du parcours. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt squeezer toute cette partie-là et aller directement à la partie géolocalisation pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on a une icône encore, un multimédia. On ne peut pas continuer à discuter. On est obligé de cliquer sur cette icône de multimédia, accepter les conditions, bien sûr, d'accès à la caméra. Et ensuite, on a la géolocalisation qui démarre. Alors là, bien sûr, vous voyez où sont nos bureaux, rue du Maréchal Foch à Strasbourg, et on a un petit parcours à faire jusqu'à la cathédrale, la place du château, puisque c'est là où démarre le parcours. Pour l'instant, j'y suis pas. Il faudrait que j'y aille, mais ça va me prendre un peu trop de temps. Je ne vais pas le faire de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ma présentation de l'application à ce niveau-là, et je vais reprendre le fil de ma présentation de tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, on peut les mettre, vous pouvez les mettre et on y répond soit au fur et à mesure, soit tout à la fin. Il y a déjà des questions dans le chat, donc comme tu veux, Anatole, soit tu préfères qu'on voit ça après? Ouais, je vais le faire à la fin, comme ça je garde un œil sur le tempo. Voilà, donc c'est une application orientée 15-35, les noms publics. Et ce que je voulais encore vous présenter, c'est la façon dont on a construit cette application. Donc, vous l'avez vu, on a un menu de discussion, on a un outil de guidage et on a une arborescence. Ça, c'est la base. Donc, le chatbot, l'arborescence et l'outil de guidage. Derrière, pour chacun des points d'intérêt, on met du multimédia. Ça peut être de l'image, de la vidéo, etc. Mais ça peut être aussi des petits quiz qu'on fait de temps en temps, des petits jeux de ce type-là.
Et ensuite, il y a la réalité augmentée. Et j'ai oublié, je me rends compte de vous le montrer, mais on a intégré directement du multilingue dans l'application. Donc, il y a une petite icône qui permet de changer la langue. Dans le premier parcours, on fait du français et on fait de l'anglais. Et ensuite, ce que je voulais aborder avec vous, c'était comment est-ce qu'on peut travailler ensemble à partir de demain, on sera en capacité de rajouter des parcours en dessous de Camille, au-dessus de Camille, etc. En fait, il y aura une classification qui se fera par la géolocalisation de l'utilisateur, donc qui pourra dire, voilà, si on est à Marmoutier, on va ouvrir le tout premier parcours qui sera proposé, c'est celui de Marmoutier. Et ensuite, on va pouvoir en sélectionner d'autres si on le veut, mais voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est donc, on peut rajouter un parcours dans l'application directement, l'application de ta vue. Comment est-ce que le travail va s'effectuer dans ces cas-là? Donc, nous, on est missionné. Notre objectif, c'est donc de bien sûr faire des réunions pour présenter, cadrer le projet, mais aussi pour valider au fur et à mesure les choses qu'on va produire. Qu'est-ce qu'on va produire? On va produire des éléments de recherche. On va commencer par faire de la recherche sur les différents points d'intérêt qu'on va nous proposer. On va écrire les différents textes et on va intégrer tous ces éléments-là dans l'application. Là, ça, c'est notre travail au fur et à mesure. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'à l'issue, à la fin de l'opération, on vous livre un master visuel standard. Je vais y revenir juste après. Ça fait partie de l'enveloppe qu'on va facturer. Et enfin, de votre côté, de l'équipe client, ce qu'on attend, nous, en tant que prestataire, c'est évidemment qu'on puisse faire des réunions avec vous, qu'on puisse avoir des validations au fur et à mesure. C'est vous qui donnez le tempo grâce à ces validations. Que vous puissiez nous donner des orientations thématiques. Bien sûr, nous, on peut être force de proposition. Comme par exemple, on l'a été à Colmar, on a proposé un circuit de visite autour des studios Ghibli, puisqu'il y a le château ambulant de Ghibli qui a pris, Miyazaki a pris plein de petites références, etc. Et là, ça, c'est typiquement le type d'entrée qui marcherait super bien avec nos visiteurs, avec nos cibles. Donc être force de proposition dans l'orientation thématique, et tout à la fin également nous céder des droits d'utilisation, pas des droits d'auteur. Tout ça ne nous appartiendrait pas, mais on nous cède simplement le droit d'utiliser ces éléments-là dans l'application. Je parle du multimédia, hein, des images, des vidéos, etc. Dans un certain nombre de cas, on peut aussi demander nous-mêmes, hein, les autorisations quand ça fait partie de nos enveloppes de recherche. Et normalement, il y a encore un dernier truc, voilà, le master visuel sur lequel je voulais revenir. Donc, nous, de base, dans notre package, on vous livre également à la fin avec le parcours ce qu'on a appelé un master visuel standard, c'est-à-dire voilà, une déclinaison de notre charte graphique autour de cartes postales, de petits badges, de petits dépliants, etc. Tout l'univers graphique qu'on appelle print, donc ce qu'on peut vraiment produire de façon imprimée, tourne autour de cet univers des googly eyes, ces yeux-là qu'on voit. C'est des petits yeux qui, à la base, étaient utilisés par nos grands-mères pour afistoler les poupées, etc. Et qui a fait naître un mouvement de street art qui s'appelle les googly eyes, qui consiste à mettre des yeux dans les espaces publics. Et en fait, ça traduit super bien l'ambition de cette application qui est de poser un regard renouvelé sur le patrimoine. Voilà, de changer de regard, de rendre ça un peu plus pop et surtout de parler à nos publics. C'est un outil qu'on a pu tester au moment du lancement de l'application le 14 mai dernier et on a vu que ça a vraiment très, très bien marché avec les plus jeunes. On a un concours photo Insta d'ailleurs qui est sorti sur ça et c'était super intéressant. Voilà, pour moi, pour la présentation. Edith, est-ce que tu veux prendre la parole? Volontiers. Je vais regarder les questions, je pense. Oui, juste pour le petit mot de contexte, on avait déjà travaillé avec Anatole, comme il l'a dit, dans les premières phases de préfiguration de l'exposition du 5e lieu. Et ce projet, il nous intéressait dans l'idée de poursuivre l'expérience qu'on a dans nos murs, dans la découverte du patrimoine in situ. Donc pour nous, l'objectif, c'était de proposer à nos visiteurs un outil qui les accompagne autour de la place du château et qui les accompagne dans une expérience qui reste dans l'esprit du 5e lieu, même si là, on a un outil qui est encore beaucoup plus interactif et ludique. Et ça, c'était aussi chouette pour nous d'être aussi dans cette découverte in situ, dans quelque chose qui
qui soit très sensible et dans une proximité avec les visiteurs. C'était une chouette expérience qui a associé le 5e lieu, mais aussi nos collègues des musées de Strasbourg et un petit peu de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame. Ça rejoignait aussi pour nous un objectif de se fédérer autour de projets communs et de valoriser une place qui est une place à très forte dimension patrimoniale et culturelle. Et le travail avec Pandore a été très chouette pour nous. Après, c'est une application qui est toute nouvelle, qui reste encore à communiquer et à faire connaître. Et on poursuit la collaboration sur ce volet-là, dans l'idée que ce soit un peu un incontournable quand on sort du 5e lieu, mais aussi quand on visite la place du château. Voilà pour l'essentiel. Pour nous, ce qui est chouette, à mon sens, dans l'expérience utilisateur, c'est vraiment ce volet de chat qui nous entraîne et nous invite à poursuivre. Et puis, toutes les expériences ludiques, même quand on connaît bien le patrimoine, quand on est strasbourgeois, il y a l'une ou l'autre petites infos anecdotiques qu'on découvre et les réalités augmentées qui sont, je trouve, de vraies découvertes. Et quand on ne connaît pas du tout Strasbourg, c'est un super outil pour rentrer dans la place du château. Edith, tu me fais remarquer que je n'en ai pas parlé de réalité augmentée. C'est vrai que ce n'est pas une mince affaire en réalité. Dans l'application, on a directement introduit un module de réalité augmentée. Et réalité augmentée, c'est un outil qu'on appelle immersif qui permet de présenter un modèle 3D de quelque chose, de ce qu'on veut. Sur le parcours pour le 5e lieu, on a utilisé un scan 3D d'une œuvre qui est sur la cathédrale de Strasbourg. On a aussi utilisé une reconstitution d'une presse du XVe siècle et on a utilisé une reconstitution d'un tableau qui se trouve dans le musée de l'œuvre Notre-Dame. Mais il y a seulement 50% du tableau qui est à cet endroit-là. Les autres 50% sont à Cleveland, aux États-Unis. Mais comme tout était en open source, on a pu réunir les deux tableaux comme il l'était à l'époque, en recto et en verso, grâce à la 3D. Et donc, la 3D est projetée dans l'univers réel grâce à la caméra, tout simplement. Tout simplement, c'est compliqué à réaliser, mais c'est très simple à utiliser, quoi, finalement. Je me suis également rendu compte, mais ça, je vais pouvoir vous le remontrer en repartageant mon écran. Un élément qui est intéressant, c'est que dans l'application, je vous l'ai montré, je vais ressortir de ça, il y a un sac à dos qui nous permet de ranger les différents trophées qu'on a au fur et à mesure du parcours. Et comme on est autour de la table davantage sur le secteur du tourisme, donc là, avec le 5e lieu, l'objectif n'était pas tant marketing, l'objectif n'était pas de vendre quelque chose, de faire consommer quelque chose, mais dans le secteur du tourisme, de temps en temps, ça peut être le cas. Et donc, on peut très bien imaginer qu'ici, à la place ici c'est le logo du 5e lieu, mais à la place des autres images, on pourrait offrir des bons de réduction, enfin, des choses qui donnent vraiment envie de pousser les portes des différents parcours. D'ailleurs, pardon, Edith. Oui, ça me faisait penser aussi parce que résultat, ça reste dans le sac à dos, ces trophées, ces expériences de réalité augmentée, qui a peut-être aussi des possibilités d'utilisation en médiation avec une tablette de ces expériences de réalité augmentée qui sont aussi un petit waouh, mais pas seulement parce que ça apporte vraiment des contenus intéressants. Effectivement, ça me permet d'enchaîner sur deux éléments. Le premier, c'est l'équipe qui a derrière cette application, tu as vu. L'atelier Pandore, donc, que je représente moi en particulier, mais on est une équipe qui tourne autour de la création des contenus. Nous, on est vraiment sur la partie recherche, écriture. L'intégration et le développement de l'application en elle-même, elle a été réalisée par une société qui s'appelle Brave New Media, un studio de développement qui se trouve à Strasbourg, où il y a une équipe d'une dizaine de personnes en fait, qui est tout autour de cette application. Et pas seulement des développeurs, mais aussi des illustrateurs, comme vous l'avez vu avec Camille, qu'on voit encore là derrière, mais aussi sur les modélisateurs 3D, c'est ceux qui ont pu faire les modèles 3D. Donc tout ça, c'est vraiment un univers qui est autour de l'application et qui est très présent dans le développement de cette application. Et enfin, le dernier élément, c'est la question de l'enveloppe budgétaire d'un circuit comme celui-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut facturer à partir de 5 000 € pour un parcours. Et notre philosophie de travail, c'est de nous dire que ces 5 000 € servent à
payer la chercheuse, qui est aussi en général l'écrivain ou l'écrivaine, qui écrit donc tous les textes. Et il y a 60% de l'ensemble de l'enveloppe qui est destinée à payer son salaire. Il y a 20% qui est destiné à alimenter la plateforme et l'investissement autour de la plateforme T'as vu. Et il y a 20% qui rentre dans la partie des charges et des cotisations, etc. sur la société. Donc il y a 100% de l'enveloppe des 5 000 euros qui reste dans l'activité de l'entreprise, dans le paiement des salaires, etc. Et comment est-ce qu'on en arrive à ce raisonnement-là? C'est de nous dire que ce qu'on veut faire payer à nos clients, c'est finalement le travail de chercheurs et de ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi les sciences humaines. Et ce n'est pas tant le travail de la technologie, de faire payer la technologie comme on le fait souvent dans nos milieux. Pour moi, la technologie, c'est un outil. Voilà, nous, on en a créé un qui s'appelle T'as vu. L'objectif aujourd'hui, c'est de fournir à des prix raisonnables des parcours qui sont qualitatifs, qui sont bien écrits, avec des contenus qui sont innovants et intéressants. Voilà pour moi. J'ai à peu près terminé ma présentation. J'imagine que j'ai oublié plein de choses. En reprenant vos questions, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait une question sur un smartphone qui n'est pas compatible. En effet, sur cette version-là, les smartphones qui sont vraiment d'entrée de gamme n'incluent pas la technologie qui permet d'ouvrir la réalité augmentée. C'est un souci qu'on a identifié et qu'on est en train de régler dans la deuxième version de l'application qui sortira à partir de septembre prochain. Aujourd'hui, il y a 80% des smartphones en circuit, un peu plus de 80%, qui peuvent ouvrir cette application. Et effectivement, il y a les smartphones trop anciens ou vraiment trop d'entrée de gamme. Par exemple, les Redmi qui sont vraiment sur ce hard discount du téléphone qui ne proposent pas l'outil nécessaire à ouvrir la réalité augmentée. Ensuite, il y avait une question sur les renseignements donnés par une application. C'est une question qui a été posée par Juliette. Juliette, vous voulez savoir quel type de contenu, c'est ça, ont été développés sur la place du château? Oui, bonjour à tous. Effectivement, puisque moi, je me positionne en tant que guide conférencière, et donc forcément, je m'interroge sur l'utilité concrète de l'application. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple donc d'une personne qui utilise l'appli, qui se présente place du château, je ne sais pas, par exemple, devant le musée de l'œuvre Notre-Dame, à quel à la personne qui utilise l'application? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire que vous pourriez vivre si vous allez place du château, elle commence par une introduction qui peut se faire n'importe où, c'est ce que je vous ai montré. Ensuite, on arrive au niveau de la maquette de la cathédrale en bronze, où on fait un tout petit point sur pourquoi il n'y a qu'une seule flèche et pas deux. Ensuite, on avance vers la double porte du transept sud de la cathédrale, donc la double porte qui donne sur la place du château. Et on présente la question de la polychromie. On a tiré ces éléments-là d'une étude qui est sortie en 2018, je pense, qui a été réalisée par la Fondation de l'œuvre Notre-Dame et qui, en collaboration avec la DRAC, je sais qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui vient de ce milieu-là, en collaboration avec la DRAC, un moulage a été réalisé d'une des pièces de la cathédrale et une restitution colorimétrique a été réalisée par un conservateur sur le tirage en plâtre. Et nous, on est venu scanner ce tirage en plâtre et il apparaît en 3D aujourd'hui dans l'application en réalité augmentée. Donc voilà, encore une fois, l'intérêt de ce type d'outil-là qui permet de présenter quelque chose qu'on ne peut pas voir correctement à l'œil nu aujourd'hui. Ensuite, on va au musée de l'œuvre Notre-Dame, dans lequel on présente donc ce fameux tableau. Alors, on présente le musée en lui-même, bien sûr, mais ensuite, on s'appuie sur ce tableau qui sont les Amants macabres. Un tableau avec un couple de fiancés, mais en putréfaction. C'est assez glauque, mais ça se faisait au Moyen-Âge, voilà, c'était un peu comme ça. Et le recto donc c'est le verso d'un recto qui se trouve à Cleveland, qui s'appelle les Amants. Le couple d'amants, le couple de fiancés, voilà, le couple de fiancés. Trépassé. Les amants trépassés, ça c'est la version qui sont dans le musée de l'œuvre Notre-Dame. Moi, je vous parle de ce qu'il y a à Cleveland, qui s'appelle les amants, les nouveaux amants, les amants, je ne sais plus, je ne me souviens plus du nom exact de la partie qui est à Cleveland, qui sont tout simplement le même couple, mais en beau, quoi, en vivant. Et donc voilà, ensuite on va au lycée. Edith, tu veux réagir?
Oui, peut-être un petit complément par rapport à la question de Juliette. L'idée n'est pas de remplacer des vrais guides, parce que je pense que ça faisait partie de la question, mais de proposer une typologie de public où on vise principalement les 18-35 ans qui n'est pas très client des visites guidées avec un guide, un autre type d'outil. Les deux démarches étant parfaitement complémentaires, là on est plutôt sur une approche très ludique qui donne quelques infos clés. Et si on reprend le musée de l'œuvre Notre-Dame, puisque c'était la question en particulier, on a une indication succincte qui indique qu'on a un bâtiment médiéval, un bâtiment Renaissance qu'on reconnaît par les frontons d'un côté en créneau, de l'autre à volute. Mais on ne va pas très loin dans la description architecturale. C'est plutôt l'idée d'être une porte d'entrée, de donner des clés, mais ça ne remplacera jamais un ou une guide en chair et en os et sa foultitude de connaissances et également son approche humaine. Là, on est vraiment sur deux démarches qui sont complémentaires. Et j'ajouterais Oui, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes typologies de clients. Parce que les personnes à qui s'adresse ta vue, c'est précisément des personnes qui n'iront pas naturellement vers un service de guide. Et du coup, peut-être que certaines typologies, peut-être que certains jeunes s'arrêteront à ta vue en se disant bah, c'était déjà sympa ça, je n'ai pas envie de plus. Mais de toute façon, ils ne seraient pas allés vers un guide, donc ça n'enlève rien finalement au public des guides. Et le cas magnifique, et c'est ce qu'Anatole essaye de faire prendre, c'est que bah, le jeune, on va l'appeler comme ça, je ne suis plus dans la tranche d'âge, donc je le dis sans complexe, le jeune va du coup faire cette expérience, et du coup, ça va l'interpeller, il va se dire, bah, en fait, cette toile-là, j'aimerais bien la voir en vrai. Du coup, il va aller voir le musée de l'œuvre Notre-Dame. Cette histoire-là, elle m'a vachement intéressée sur cette partie de la cathédrale. Moi, je vais quand même aller, on va peut-être regarder les visites de ville qui traitent ce sujet-là. C'est comme un sommaire finalement qui permet d'accéder, un index qui permet d'accéder après à tout un panel d'autres expériences, dont la visite de ville, le guide fait partie, quoi. Oui, tout à fait. Moi, durant mes études, j'ai eu l'occasion j'ai fait des études d'histoire, donc il y a beaucoup de mes copains de l'époque qui sont devenus guides aujourd'hui, enfin beaucoup, 3-4, je ne sais plus, et qui me disent que en fait, les plus jeunes ne font pas partie de leur public. Soit ils font du tourisme qui viennent de croisiéristes, etc. Et donc ça, c'est des publics plutôt âgés, mais du grand public, effectivement, qui n'y connaît rien spécifiquement à Strasbourg, par exemple. Soit c'est des visites très spécialisées, et là, c'est des gens qui sont déjà habitués à voir et à s'adresser à des guides. Mais entre deux, à part les scolaires, c'est assez rare, en fait, d'avoir ces publics qui viennent vraiment s'adresser à des guides. Donc, c'est aussi de là que je tire un peu cette idée de ta vue, c'est de se dire que j'ai pu en discuter et voir qu'il y a une vraie question de renouvellement des publics pour les guides. Et ce genre d'outils-là permettent de mettre un pied dans la porte aux plus jeunes, c'est ce que disait Diana, en leur faisant au moins comprendre que ce n'est pas si compliqué tout ça, de dédramatiser l'architecture, qu'on peut prendre quelques codes et commencer à se dépatouiller dans les histoires de style d'architecture, par exemple. Et très vite, on a l'impression, on casse un petit peu cette barrière psychologique, hein, que le guide, on va s'ennuyer ou je ne sais quoi, et donc on va peut-être plus facilement aller à l'office de tourisme et parler à une vraie personne grâce à ça, quoi. En tout cas, c'est la philosophie avec laquelle on œuvre avec cette application, tu as vu. Oui, je vous remercie. Je vais quand même répondre parce que je pense qu'effectivement, vous avez raison dans le sens où ça peut inviter un type de public qui n'aurait pas suivi une visite guidée ou qui ne serait pas allé dans un musée ou autre lieu culturel. Donc, c'est vrai que ça peut être une première approche pour ce public-là. Ça, j'en suis assez convaincue. J'ai quand même une autre question pour mieux m'imaginer la chose, parce que c'est vrai que sans utiliser l'application, c'est difficile de se rendre compte concrètement. Combien de temps, par exemple, tout le parcours du château dure si on utilise vraiment l'application dans son ensemble, à peu près, hein. Ça dure, suivant la rapidité de lecture et d'interaction, entre 30 et 45 minutes.
Oui, donc c'est quand même assez complet. Pour que ça dure 30 à 45 minutes, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'anecdotes qui sont données. Ouais, ouais, tout à fait. La seule différence, c'est que comment dire, le contenu scientifique en lui-même n'est pas le propos unique du développement. L'objectif, c'est aussi de donner envie. Donc, en fait, dans ces 30-45 minutes, vous passez du temps à écouter les histoires de Camille, qui parle des fois d'elle-même, ou un moment, elle va Oui. faire un quiz de personnalité, par exemple, sur le Palais Rohan, pour essayer de déterminer quel est le musée totem de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment des questions qui n'ont plus rien à voir, pas grand-chose à voir avec l'histoire et le patrimoine, mais qui sont plutôt là pour titiller l'envie de l'utilisateur. On passe par exemple sur ces 30 minutes, au moins 5 minutes sur ce quiz. Et puis voilà, c'est plus tourné sous forme de tips et d'anecdotes que lorsqu'un guide il est beaucoup plus exhaustif et développe vraiment les propos de façon plus approfondie. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une dernière question et après j'arrête? Non. Oui, dans le cas où une personne a une question, par exemple, à quelle date a été construit tel bâtiment, est-ce que la personne qui utilise l'application peut poser sa question dans le chat et avoir une réponse concrète, un peu comme sur Google? Alors, non, nous, on ne peut pas faire ça. Effectivement, par rigueur de développement, on sait que pour chacun des bâtiments, on va donner les dates. Donc, on les cite à un certain moment. L'utilisateur peut remonter dans le fil de discussion pour retrouver l'information. Mais par contre, il n'y a aucun moment où il y a une discussion ouverte vers une vraie personne qui sera en capacité de répondre en direct. Donc ça ne simule pas l'interaction. Ça simule l'interaction justement, mais il n'y a pas de réelle interaction avec une personne derrière. C'est que des réponses qui sont préenregistrées et fonction de ce que choisit l'utilisateur. Il est orienté vers une suite différente ou parfois vers la même. Mais c'est assez bien fait pour qu'on ait l'impression de l'interaction, même si en réalité, il n'y a pas une vraie personne derrière. Donc, pareil, ce que peut apporter un guide de répondre à des questions un peu pointues ou juste de tourner le regard vers un bâtiment qui serait, par exemple, derrière le lycée Fustel, mais là, ce ne sera pas possible. D'accord, je comprends bien. Je vous remercie beaucoup. Parce que l'idéal, c'est de peut-être aller tester l'application et de faire peut-être une séance particulière avec l'auditoire qui est ici, avec les guides d'Alsace. Avec plaisir. On peut vous organiser ça sans problème. Et juste Yana, je rajouterais, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais que cette option sac à dos, elle peut aussi être l'occasion pour vous d'utiliser ces dispositifs dans le cadre de vos visites guidées et apporter un petit plus d'une découverte que les publics ne peuvent pas faire classiquement. Quand on parle devant la cathédrale de choses qui sont situées très très hautes, d'arriver à les faire descendre et de les retrouver du coup dans le sac à dos. Enfin, à l'aide du sac à dos, on peut retrouver à l'aide du sac à dos, retrouver en tout cas les expériences de réalité augmentée, retrouver les tableaux pour pouvoir montrer les tableaux qu'on a dans le sac à dos une fois qu'on a fait le petit quiz, pouvoir donner quelques idées de ce qui peut se cacher derrière les bâtiments. Super. Je me permets de répondre encore à Richard Weibel. Sur le montant, effectivement, il y a des frais, pas d'utilisation, mais il y a des frais récurrents qui sont de l'ordre de 100 € par mois pour garder les parcours actifs qui nous servent à nous à faire de la maintenance sur l'application. Je vous passe les détails, mais Apple et Google changent régulièrement leurs consignes et donc nous, on doit mettre à jour les choses. Et ça nous sert également à faire de la communication globale sur l'application. Voilà, c'est 100 € par mois qui sont à rajouter dedans. On peut l'annualiser, les triannualiser s'il le faut, etc. Et pour répondre à la question de Véronique, aujourd'hui, on travaille avec 3 grands acteurs. Donc, moi qui suis sur la recherche et l'écriture en général, Colline Guter qui est davantage sur la recherche et sur les traductions, et Louise Ruby qui est, elle est à la toute fin de ses études d'histoire de l'art et elle est sur la recherche et l'écriture. Voilà, pour l'instant, on est 3 vraiment sur ces aspects-là. Les 2 filles sont en freelance à côté, enfin, ils ont des statuts de freelance, voilà, pour répondre à toutes vos questions. Et s'il y en a encore, ou si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire.
J'en ai plus vu dans le chat, mais vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. On peut prendre encore une ou deux questions. En tout cas, moi, je suis disposé à y répondre. Bon, ça fait un petit moment qu'on parle de cette application. Est-ce que vous avez envie de venir la tester? Est-ce que ça vous donne envie de voir à quoi ça ressemble? De Batorama. Moi, j'avais quand même une question sur le nombre d'utilisateurs depuis que l'application a été lancée, par exemple sur le parcours offert par le 5e lieu autour de la place de la cathédrale. C'est une très bonne question et j'avoue que je faillis à mon obligation. Là, je n'ai pas regardé avant de vous parler. Pour vous donner un ordre d'idée, en tout cas, à la sortie de l'événement de lancement de l'application, on était à peu près 300 téléchargements, 300 téléchargements. Et depuis, ça progresse. Edith, je ne sais pas. Non, non, tu ne peux pas avoir les… Moi, je ne peux pas avoir les chiffres, mais peut-être… parce que je pense qu'ils ne sont pas très intéressants à ce stade. On a lancé l'application il y a 1 mois et on n'a même pas encore engagé pleinement sa communication. Mais ça pourrait être intéressant de refaire un point à 6 mois et à 1 an. Aujourd'hui, c'est trop tôt. On doit encore mettre en place tous les supports d'accompagnement et une application, effectivement, ça ne suffit pas en soi. Il faut qu'elle soit téléchargée et utilisée. Et pour ça, il s'agit de la communiquer. Donc, ce à quoi on s'attache en lien avec Pandore en développant de nouveaux supports qui seront ensuite mis au 5e lieu dans les différents musées. Aujourd'hui, on a une première approche au 5e lieu, mais qu'on souhaite développer. On a inscrit également l'application dans le programme estival pour que les Strasbourgeois comme les visiteurs puissent la découvrir à l'occasion de leur visite en centre-ville cet été. Et on en refera encore la communication probablement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et je m'interroge aussi sur le business model, pour être honnête avec vous. Je suis un peu surpris par vos tarifs. En bien? Tout dépend. Alors, si je me place du point de vue client, je suis surpris en bien. Si je me place du point de vue responsable d'entreprise, je suis surpris en mal. L'application, effectivement, est gratuite. C'est pas cher pour la recherche, comme vous dites, la recherche scientifique, pour le développement, même si on n'est pas sur l'intelligence artificielle, mais sur une arborescence, etc. Il y a quand même, pour chaque parcours, besoin de développer. Il y a la recherche icono, il y a la réalité augmentée. Ça fait beaucoup de choses, je trouve, pour 5 000 €. Voilà, je me demandais comment vous en sortez au final. Ouais, très bonne question, je vous remercie. En effet, dans ce tarif de base, par exemple, on n'inclut pas de la réalité augmentée, la production de 3D, etc. Ça, c'est une chose qu'on met à part et qu'on produit sur mesure, tout simplement parce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui quelle va être la demande de notre client. Donc, on met vraiment l'écriture, la recherche et l'intégration des textes et de l'iconographie du multimédia dans ce package. Et pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on s'en sort? C'est parce qu'à partir de septembre prochain, on va créer ce qu'on appelle un back-end, une plateforme un peu derrière l'application qui va permettre aux chercheurs et à l'écrivain directement d'intégrer les éléments dans l'application, donc de ne plus passer par des développeurs pour faire tout ça. Parce qu'en effet, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, faire ce parcours pour le 5e lieu qui a été fait à la main qui a été intégré à la main par des développeurs, en réalité, coûte plutôt le triple ou quadruple de ces 5 000 €. Ouais, donc vous avez créé un éditeur de contenu intégré. Exactement, tout à fait. Oui, et je ne sais pas si Anatole t'a partagé le coût d'investissement de départ. Non, aujourd'hui, on en est à peu près 70 000 € d'investissement. Et on va passer à une autre phase d'investissement d'à peu près le même montant pour en arriver vraiment à proposer ces parcours à 5 000 €, qui semble être vraiment le tarif le plus juste qu'on arrivera à faire dans notre histoire, nous. Et peut-être pour compléter aussi le propos de notre côté, même si Pandore a fait toute l'écriture, a fait un travail de recherche, on a aussi contribué à la mise à disposition de contenus de référence, tant texte qu'iconographie. Et l'icono qu'on retrouve en dehors de la réalité augmentée dans l'application, elle vient aussi on y a aussi travaillé. Alors, pour répondre à la question de Diana, évidemment, je testerai l'application.
mais je suis un vieux, donc je ne suis pas concerné par cette appli et je la ferai tester par ma fille qui a 18 ans. Avec plaisir. C'est plus elle qui me dira ce qu'elle en pense que moi, en fait. Ouais. Tu sais endosser la casquette du Jones, parce que moi non plus, je suis plus dans la cible, mais c'est bien de venir avec un vrai Jones. Ouais, non, parce que tu as l'impression d'endosser la casquette, mais en fait, tu as tous tes réflexes et ton background de vieux qui est là et ton inaptitude à naviguer sur ce type d'interface, etc. Alors qu'effectivement, c'était développé pour un public particulier. Tout à fait. En effet, Nadège, tout ce que vous dites est possible dans ce sac à dos. On peut mettre n'importe quel type de trophée, entre guillemets. Effectivement, hein, des incitations pour entrer dans un restaurant d'à côté. On peut se dire qu'à partir d'une demi-heure de visite, on a peut-être un petit peu les jambes lourdes quand on n'a pas l'habitude et on va proposer d'aller boire un coup dans le troquet du coin, ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait possible grâce à cet outil-là, quoi. Est-ce que ça répond à votre question, Nadège, ou est-ce que vous vous demandiez si les parcours étaient obligés de traiter du patrimoine? C'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on pourrait envisager une visite, imaginons, on est sur la route des vins, on est à bord d'un bus panoramique. Est-ce qu'on peut avoir, en descendant du bus, Camille qui nous conseille des restaurants, des caves, autre type de patrimoine, finalement. Je pense que même techniquement, on peut déclencher des contenus pendant le parcours, quoi, dans le bus. À un certain moment, on se géolocalise et bam, on a les contenus au fur et à mesure, ou en descendant, en effet, du bus, et parler du vin plutôt que de l'architecture. Le patrimoine, en fait, c'est assez vaste, hein, comme sujet. Mais on peut parler d'à peu près ce qu'on veut. Et effectivement, on peut intégrer dans le sac à dos des incitations finalement à pousser les différentes portes. Richard, j'ai la même réaction. Yanis et Yanis, qui avait quelle réaction? Je n'ai pas suivi cette. Richard en fait demandait si tu développais des parcours pour les plus âgés aussi. Ah, alors, ça, en tout cas, ce n'est pas l'objet de cet outil-là. Dans le reste de ma vie, je ne sais pas ce que je serai amené à faire, peut-être aussi pour les plus âgés. Là, le parti pris, c'est plutôt de ne pas… il y a les guides qui sont de toute façon là pour accueillir tout le monde. Nous, on a préféré plutôt parler à ceux qui ne vont pas naturellement vers… dans les structures culturelles en général, quoi. Mais qui sait un jour ce qui pourrait se passer. Oui, parce que j'ai posé cette question parce que, comme Yanis, je ne suis pas dans votre cible de clients, mais bon, ceci étant, mais je pense aussi à Haguenau, par exemple, les 15-35 ans sont la population la moins visitée, enfin qui visite le moins, alors qu'effectivement, on est plutôt famille ou personnes plus âgées, et des applications un peu de ce type pourraient être extrêmement intéressantes. Tout à fait, mais c'est vrai que vous venez de le dire, les plus âgés, en fait, se rendent naturellement déjà. C'est déjà ceux qui font la fréquentation des musées, des structures culturelles. Voilà pourquoi nous, on essaye plutôt de parler aux autres, notamment aux plus jeunes. Mais j'entends également votre argument. Ce n'est pas pour autant qu'il faut délaisser les autres, mais je pense que les autres trouvent déjà de quoi se nourrir intellectuellement et culturellement grâce à tous les outils qui sont déjà mis en place aujourd'hui. Ok. Moi, j'avais juste une question. Mm-hmm. Je pense que vous arrivez à mesurer, est-ce que voilà, la fréquence d'utilisation, est-ce que vous pouvez faire des statistiques et jusqu'où? Est-ce que vous avez déjà un peu du recul par rapport à ça? Pas assez encore, pas assez de recul. On sait simplement que sur l'opération de démarrage, on a distribué 500 sollicitations, on a eu 250 téléchargements, ce qui représente une très belle opération de communication en termes de persuasion, en tout cas de l'outil. Maintenant, j'avoue, je le confesse, je n'ai pas regardé les statistiques aujourd'hui, mais ça continue à progresser au fur et à mesure et je pense il y a des efforts de communication qu'il faut continuer à faire, hein. Je pense que le travail qu'on continue à mener avec Edith au 5e lieu va profiter un peu à tous nos futurs clients aussi, hein, de mieux adapter ce package de base
aux objectifs de nos clients. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ceux qui téléchargent l'application, qui est oui gratuite et dispose sur Android aussi, ceux qui téléchargent l'application et qui font le parcours en sortent vraiment contents. On a vraiment des retours dithyrambiques de ce point de vue-là. Alors, je tiens le timing. Il est presque 11 heures. J'espère qu'on a répondu au gros des questions. En tout cas, vous aurez toute la présentation d'Anatole et bien plus qui vous sera envoyée dans les 48 heures. Vous aurez aussi le replay de cet enregistrement. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre suivi. On voit des gens revenir régulièrement dans les mensuels, ça fait très plaisir. Je suis ravie aussi de voir qu'il y a des personnes nouvelles qui s'intéressent, j'imagine, à cet outil ou à la clientèle qu'elle vise. Et je m'en réjouis. En tout cas, merci à tous pour votre attention autour du projet d'Anatole et d'Edith. On vous envoie tous les éléments dans les 48 heures. Et je vous souhaite à tous une très, très belle journée et à très bientôt. Bravo et merci.